Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, tous les participants sont en écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone, si vous avez besoin de l'aide d'un téléphoniste au cours de l'appel, appuyez sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la fonction de dialogue à l'écran. Je cède la parole à votre animateur, M. Stephen Sammis, vice-président, programme, Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Allez-y, M. Sammis. Stephen Sammis, bonjour. Bienvenue à cette émission Comprendre les règles du jeu, évaluation de la capacité d'amélioration de l'organisation. Alors, la FCISS est une organisation vouée à l'amélioration financée par le gouvernement canadien qui vise à améliorer les services de santé pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Nous sommes ravis de vous avoir sur l'appel avec nous et nous nous attendons à avoir une participation de 130 organisations aujourd'hui. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée pour les francophones qui se joignent de partout au Canada. Veuillez prendre un petit instant pour vous présenter dans la fonction dialogue et en indiquant d'où vous êtes et à quelle organisation vous appartenez. Nous sommes ravis aujourd'hui de faire appel à Denis Roy, vice-président Affaires scientifiques, Institut national de santé publique de Québec, professeur adjoint de l'Université de Sherbrooke et de McGill au Québec. En plus de Jean-Louis Denis, professeur, École nationale d'administration publique de Montréal, et également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et la transformation. Par ailleurs, nous avons également le personnel de la FCISS, dont Claudia Amar, qui est responsable de l'amélioration auprès de la FCISS. Et comme vous l'avez entendu, je suis moi-même Stephen Sammis, vice-président des programmes ici à la FCISS. Alors, voici les objectifs pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons commencer par comprendre les caractéristiques clés des systèmes à rendement élevé et les principaux leviers de changement pour accélérer les améliorations en santé. Nous partagerons un exemple de cas issu du Québec visant à lancer et pérenniser les initiatives de transformation. Également, nous apprendrons comment évaluer la capacité d'amélioration de l'organisation à l'aide d'instruments comme l'outil d'évaluation de la FCISS pour accélérer l'amélioration des services de santé. Alors, avant d'arriver au cœur de la matière, les organismes hautement performants, parlons un instant d'échec. Personne ne veut échouer, surtout lorsqu'il est question de la santé de la population. Or, cela se produit. Cela se produit tant que beaucoup de gens l'ont étudié. Voici ce qu'on constate. Parfois, c'est un échec de processus. L'amélioration est une chose complexe. Le processus de changement est également très difficile et le contexte importe. Donc, le contexte du changement importe. Parfois, c'est un échec de mesure. Ce comptage de faire et les mesures que l'on met en place pour évaluer les changements ne s'alignent pas. Parfois, on ne pense pas à ce qu'il faut mesurer de manière efficace d'emblée. Parfois, c'est un échec de l'amélioration proposée elle-même. Peut-être qu'on fait toujours des tests bêta et qu'on n'est pas véritablement prêt à un lancement proprement parlé. On parle beaucoup de travail d'équipe. Or, très souvent, nous avons des attentes irréalistes envers nous-mêmes. Il s'agit d'un emploi du temps à temps partiel. D'ailleurs, l'Institute of Health Medicine nous annonce qu'il faut souvent 17 ans pour transformer des pratiques de recherche en pratiques cliniques. Nous estimons qu'il faut se donner des objectifs réalistes avec de petits tests de changement pour déterminer ce qui est possible en 30 jours, 90 jours ou même 120 jours et ainsi de suite. Histoire de ne pas se brûler au stade de la planification. Nous savons qu'il est important de travailler comme équipe et de partager le fardeau du travail. Cela permet aussi d'accélérer les changements. Nous savons que la planification n'est que le tout début de l'amélioration. Et voilà pourquoi nous étudierons deux cas issus du Québec aujourd'hui. Je cède à présent la parole à Jean-Louis Denis qui décrira comment les 6 leviers du changement pour les améliorations en santé ont connu leur genèse. Bonjour à tous. On m'a demandé de parler anglais, donc malheureusement pour les anglophones, vous entendrez mon accent, mais enfin. Donc,
Aujourd'hui, nous parlerons du gel du paradigme, si on veut reprendre l'expression de Lazare. Il s'agit pour nous de comprendre ce paradigme afin d'avancer. Et une des idées sur laquelle nous nous penchons, ce sont les leviers eux-mêmes. La Fondation, depuis 5 ans, a beaucoup travaillé afin d'engendrer, à mon avis, d'excellents travaux sur les systèmes de santé hautement performants, ce qu'on peut apprendre de l'expérience de divers systèmes de santé afin d'influer sur le changement. Je vais donc passer à la diapo suivante. Je suis désolée, mais je n'arrive pas à faire défiler les diapositives moi-même. Bon, alors à l'origine, la Fondation s'est concentrée sur la capacité de recherche de nos organisations. Comment les organisations de santé peuvent se servir de données probantes au quotidien afin d'apporter des améliorations. Et ensuite, la Fondation a voulu modéliser les améliorations. D'abord pour étudier comment développer la capacité d'amélioration. S'il est difficile d'avoir de grandes réformes, pourquoi ne pas sortir de l'inertie, trouver des ressources et des capacités d'améliorer dans nos propres contextes de prestations et de politique. C'est une hypothèse idéaliste peut-être, or nous estimons qu'il existe un espace dans le système qui n'est pas suffisamment exploité pour arriver à l'amélioration. Donc, le deuxième aspect sur lequel il faut se concentrer, c'est le soutien auprès du personnel, auprès des gens, au cours de leur cheminement d'amélioration. Très souvent, on sous-estime ce que les organisations de personnes doivent apprendre afin d'offrir de meilleurs services, de modifier leurs pratiques. Maintenant, comment passer au modèle? Modèle fondé sur un article publié par moi-même et Ross Baker en 2011 à la demande de la FCISS pour déterminer comment on peut tirer des leçons de l'expérience des diverses provinces sur le plan de l'amélioration des services de santé au Canada. Et on a commencé à examiner deux choses. D'abord, les données probantes existantes dans la littérature scientifique et une série de rapports sur chacun de ces systèmes, sur ce qu'a fait chacun de ces systèmes pendant la période à l'étude. Et nous en sommes arrivés à 6 leviers que je vais décrire un à un. Chaque levier est un point d'entrée pour apporter changement et amélioration. Or, un levier unique est insuffisant. Un système ou une organisation doit combiner ces leviers pour arriver à une plus grande amélioration. Alors, le premier levier se concentre sur la population et ses besoins. Je serai bref. C'est le point d'atterrissage du modèle. C'est fondé sur diverses observations. Donc, en dépit de politiques de longue haleine et de tentatives de longue haleine visant à améliorer le rôle des soins primaires et d'offrir de meilleurs soins aux patients atteints, par exemple, de maladies chroniques ou de patients atteints de maladies mentales, il est difficile d'arriver à des améliorations car on a du mal à répartir les ressources dans le système. Dans l'article, on l'explique, en dépit
du fait qu'on veut améliorer les soins primaires et améliorer certains secteurs de services où on a de gros déficits, on tend à répliquer les anciennes façons de faire les choses car nous avons du mal à déplacer les ressources, à les réaffecter en fonction de nouvelles priorités. Ainsi, dans le cadre de ce processus, il faut penser à d'autres leviers, car étant donné qu'on a du mal à réaffecter des ressources, il sera impossible d'arriver à une amélioration. Alors, un des éléments clés concerne les travaux faits entre autres par les réseaux de santé, la mobilisation du leadership en vue de l'amélioration. En ce qui me concerne, tout système ou toute organisation qui arrive à des améliorations considérables doit faire appel à une culture de l'amélioration, une culture de l'amélioration qui doit être adoptée, co-développée par les professionnels qui offrent les soins. Donc, pour le dire de manière plus brutale, une réforme en santé est une réforme qui touche la prestation elle-même des services et l'expérience du patient. Alors, c'était le deuxième levier. Ensuite, il s'agit de restructurer notre organisation. Nous savons que pour arriver à une meilleure intégration des services, il faut être capable de mettre en œuvre des réseaux efficaces. La gouvernance en est difficile. La capacité de coordonner l'expertise et les ressources au sein de l'organisation est difficile également. Or, c'est facile de le faire. Et c'est possible de le faire. Un autre aspect concerne l'investissement des organisations d'équipe, le travail interprofessionnel et la collaboration interdisciplinaire. Il s'agit d'une manifestation positive de cela, c'est-à-dire qu'il faut se concentrer davantage sur le travail par équipe. Un autre levier concerne l'environnement plus global. Comme vous le savez, très souvent, on cite des exemples comme la rémunération incitative des médecins. Ça, c'est une question de politique. Une autre politique concerne le financement aux organisations de santé. Y a-t-il des éléments de rendement qui entrent dans l'équation? Donc, pour être en meilleure posture, pour arriver à l'amélioration, il vous faut un environnement de politique qui soit davantage aligné sur vos objectifs, les objectifs de votre organisation. Les deux derniers leviers sont ce qu'on appelle des pouvoirs de compensation. Étant donné qu'on a du mal à réaffecter les ressources, il faut examiner des leviers de rechange. Des gens de partout au Canada s'intéressent davantage à la mobilisation des patients et des citoyens, et ce n'est pas une chose qui s'est faite au hasard, aléatoirement. C'est parce que les prestataires et les décideurs estiment que c'est un moyen de changer la conversation de la prestation des services. C'est pourquoi on dit que c'est un pouvoir de compensation. De plus en plus aussi, on fait appel aux données probantes, à la recherche fondée sur des données probantes pour examiner la gestion du rendement, les pratiques exemplaires. C'est également un moyen de changer la conversation, de changer le discours et de faire intervenir les données probantes. La conjonction de la participation des patients et des citoyens, des données probantes, des prestataires et des décideurs permettent d'arriver à un changement. Voilà, j'ai terminé. Stephen Samis, merci Jean-Louis et merci
pour le travail que vous avez fait, qui nous a véritablement aidé à établir des connaissances sur les théories du changement, les leviers qui facilitent l'amélioration et les caractéristiques des systèmes hautement performants. C'est le genre de choses qu'il faut garder à l'esprit tandis qu'on fait des petits tests de changement et qu'on tâche de répliquer ces cycles afin d'arriver à ces améliorations plus globales que l'on tâche d'obtenir pour l'ensemble des Canadiens. Alors, merci beaucoup. Un petit rappel aux participants. Si vous avez des questions, au fur et à mesure, n'hésitez pas, tapez-les dans la boîte de dialogue. On y répondra plus tard au cours de l'appel. Or, vous pouvez les taper au fur et à mesure. Alors maintenant, je me fais un plaisir de céder la parole au docteur Roy qui nous parlera de l'étude de cas du Québec. Docteur Denis Roy. Merci. Alors, je vais tâcher de résumer 10 ans de travail en 10 minutes. C'est un défi considérable en ce qui me concerne. À titre d'introduction, voici une citation d'Edgar Morin, le grand philosophe, qui dit que rien d'important n'est jamais défini par ses frontières. Et c'est l'intention des changements radicaux intervenus dès 2004, c'est-à-dire cette idée qu'il faut tâcher de construire des réseaux intégrés des services sur le plan de la prestation des soins, mais également sur le plan de la capacité de l'amélioration globale des soins pour toute la population. Donc, c'est un défi considérable. Et comme vous le voyez à l'écran, il y a d'abord eu une fusion. Les CLSC, les hôpitaux aigus et les établissements de soins de longue durée ont été fusionnés au niveau local. 95 unités de la sorte ont été créées pour le Québec, la province, et au niveau régional. Donc, ça représentait une restructuration importante. Par ailleurs, ces nouveaux C3S, comme on les appelait autrefois, avaient le mandat juridique de modéliser les partenariats à l'échelle locale afin de bâtir un réseau intégré de fournisseurs et de promoteurs de la santé, comme vous le voyez. Les médecins, les pharmacies et les partenaires habituels, mais également les municipalités, l'éducation, les services sociaux. Donc, c'était beaucoup plus vaste que la prestation de soins de santé elle-même. Ce fut donc une proposition assez innovante et ce fut tout un défi de la mettre en œuvre. Maintenant, j'aimerais à ce stade examiner, à la lumière de ce modèle, le modèle des 6 leviers, examiner les progrès et partager des réflexions sur certaines des observations clés qu'on peut tirer de ce travail. Plus globalement, avant d'arriver aux leviers eux-mêmes, nous avons constaté des progrès réels. La vision était très forte. Cette vision de desservir une vaste population, unir nos forces et fusionner nos efforts afin d'arriver à un changement populationnel, c'est effectivement une proposition importante et les gens ont beaucoup adhéré à l'idée. Ce fut fascinant d'observer la modélisation vraiment remarquable partout au niveau de la province. Nous avons aussi amélioré la coopération entre les acteurs locaux au niveau sectoriel et intersectoriel. Nous avons constaté des progrès sur le plan de la santé, notamment des progrès en matière de gestion des maladies chroniques, mais aussi nous avons observé une meilleure prestation de services, une meilleure infrastructure de prestation de services. Certaines collaborations intersectorielles qui étaient toutes nouvelles, entre autres avec les municipalités, le secteur de l'éducation, et aussi des améliorations considérables sur le plan des soins auprès des personnes âgées grâce à une meilleure intégration. Donc c'était plus clinique, mais quand même les services sociaux ont beaucoup contribué à l'atteinte de ces objectifs. Or, nous faisons quand même face à des enjeux persistants. Jean-Louis faisait allusion au fait que la réaffectation des ressources est un gros défi. Les services de première ligne demeurent un défi. Le recours approprié aux services d'urgence, bien qu'on ait connu des améliorations, cela demeure un problème systémique.
euh, les grands utilisateurs des services d'urgence, enfin, nous consacrons beaucoup d'efforts à ce domaine à l'heure actuelle, grâce à un partenariat avec la FPISS, mais aussi l'IHI, qui nous aide beaucoup. Mais, bon, nous constatons, en dépit de quelques cas intéressants, que il y a encore de gros défis. Les soins de fin de vie demeurent, quant à eux, un besoin criant. Il y a encore de gros problèmes de pertinence. Bien qu'on n'ait pas fait un mauvais travail sur le plan des inégalités sociales, bon, les inégalités se sont peut-être accrues, mais peut-être moins qu'au Canada ou certainement moins qu'ailleurs dans le monde. Cela dit, on peut investiguer davantage et se servir des leviers à présent pour examiner plus précisément quels sont certains des progrès que nous avons atteints. Le premier levier concernant les besoins de la population. C'est un peu technique, mais le message clé, c'est que nous avons appris comment mieux nous servir des indicateurs, les indicateurs au niveau populationnel, afin d'évaluer les besoins, d'établir nos priorités et de construire des programmes qui soient conçus pour répondre aux besoins de la population. Bon, il y a encore du travail à faire. Or, nous avons fait des progrès considérables qui peuvent être observés au niveau systémique, à mon avis. Sur le plan des fournisseurs et des gestionnaires de première ligne, je commence par les gestionnaires. Les gestionnaires intérimaires font face à un certain nombre de modèles qui se font concurrence, qui visent à orienter leurs efforts d'amélioration. Voici un sous-ensemble de ces outils. La réforme des soins est une chose qui se rajoute à cet éventail de modèles. Donc, à certains égards, je pense que les gestionnaires étaient perdus. Quel est l'élément clé de la responsabilité populationnelle qui vise à créer des réseaux qui sont redevables de leurs gestes devant la population? Une enquête récente a établi donc que c'est toujours difficile pour les gestionnaires de comprendre la réforme. Et bien que cette responsabilité populationnelle est perçue comme importante, elle est souvent perçue comme ambiguë et les gens essaient de comprendre le modèle logique pour l'accomplir. Alors, un des apprentissages, c'est que on a fait face à un défi sur le plan de la traduction en termes opérationnels des idées de la réforme, des idées de la responsabilité populationnelle. Je pense qu'il faut être plus explicite afin d'aider les gestionnaires à adhérer au projet et à tester leurs idées, faire des tests de changement eux-mêmes. Sur le plan des services médicaux, surtout les services de première ligne, les soins primaires, il y avait une réforme en concurrence, en même temps qu'on mettait en œuvre les réseaux. Il y avait une réforme axée sur les groupes de médecine familiale qui ne s'alignaient pas forcément très bien au nouveau réseau. Donc, il fallait gérer les réformes concurrentes. Cette réforme a mené à des améliorations. Les groupes de médecine familiale ont mené à des améliorations. Or, c'est fort centré sur la pratique médicale plutôt que des partenariats et du travail de collaboration. Et cette réforme a aussi été lourdement influencée par le leadership national, bien plus que par le leadership local. Donc, à certains égards, c'était une réforme en concurrence et nous avons peut-être raté une occasion d'aligner ces deux réformes pour mieux desservir la population. Pour les données probantes, les choses ont bien été. On a fait tout ce qu'on a pu à partir du programme Force. Nous avons participé activement à ce programme. Le
projet de la Montérégie, entre autres, auquel j'ai participé, nous a mené à obtenir certaines reconnaissances. Montréal a aussi fait du travail sur le plan de l'utilisation d'indicateurs ainsi que le secteur de la santé publique. Et nous en sommes venus à des améliorations sur l'organisation de ce qu'on appelle les pratiques exemplaires. On a examiné les aspects contextuels, donc ce n'était pas purement scientifique. Et donc, on a collaboré avec Agrément Canada. On a aussi fait des améliorations sur le plan de l'amélioration du rendement au niveau systémique. Et on s'est servi de modèles populationnels pour y arriver. Par ailleurs, nous avons observé au cours des 10 années qui se sont écoulées une maturation de deux grands organismes publics qui s'acquittent de gestion de la connaissance, qui vise à aider à la prise de décision, et ceci a donné, je pense, un coup de pouce important. Sur le plan des patients et des citoyens, nous avons fait des progrès. Au départ, on s'est concentré sur le niveau provincial, mais le commissaire à la santé et au bien-être a été une innovation à lui-même qui a mené à des améliorations même au niveau local, c'est-à-dire qu'on a pris en compte la perspective des patients et des citoyens lors de la planification et de l'établissement de priorités de l'examen des grands enjeux. Donc, au niveau local, on s'est beaucoup concentré sur les échecs, c'est-à-dire les plaintes, ce qui ne marchait pas, ce qui pouvait être amélioré, pouvait être amélioré, mais c'est peut-être dans ce cas-là moins aligné sur la mobilisation du patient qu'on a constaté à l'échelle internationale. Cela dit, à l'Université de Montréal, on a créé l'innovation du patient partenaire, qu'on appelle à présent le modèle de Montréal, qui est davantage aligné sur cette idée de participation du patient, un patient qui participe activement à l'édification, à proprement parler, du plan de soins. La capacité organisationnelle, à nouveau, on a fait des progrès intéressants. IPCDC, bon, je ne vais pas expliquer l'acronyme, mais c'est un consortium réunissant des partenaires qui consacrent des efforts mutuels à l'accélération des améliorations au niveau systémique. Ce consortium nous a permis de mettre en place des programmes virtuels, de préparer des guides, des outils à l'intention des praticiens, des outils d'auto-évaluation, un bureau virtuel qui était très intéressant et demeure d'ailleurs très populaire. Et d'ailleurs, la consultation de processus qu'on a développé pour améliorer la gestion du changement, afin que ceci se fasse au sein des réseaux et que l'on puisse arriver à des innovations sur le plan de l'établissement des programmes, afin de mieux intégrer les services. Nous appelons ça l'accompagnement. Donc cette notion de l'accompagnement, à mon avis, a un avenir brillant pour en débattre davantage si vous le souhaitez. Par ailleurs, on avait un ministre qui aimait beaucoup les processus lean. Il voulait absolument voir ces processus mis en place pendant son mandat de 5 ans. Donc, nous avons pu, je pense, beaucoup nous concentrer sur ces efforts. Et d'ailleurs, cela a été repris, je crois, en Saskatchewan. Donc, nous avons mis en place des processus lean qui sont maintenant bien maîtrisés. Cela a mené aussi à des améliorations sur le plan des urgences, des salles d'opération et de l'imagerie. Peut-être un peu moins de succès pour les processus plus complexes ayant trait à la gestion des maladies chroniques, malheureusement. Et enfin, sur le plan des politiques et des mesures incitatives qui sont favorables, le défi auquel on a fait face, c'était de trouver une synergie entre la logique professionnelle et la logique de l'administration publique qui orientait la réforme. C'était une réforme imposée d'en haut, qui était obligée par la loi avec toutes sortes de restructurations. Donc, l'administration publique était très forte et parfois on tâchait de trouver un moyen, une place, si vous voulez, au leadership de bas en haut. Et cela n'a pas
réussi aussi bien qu'on l'aurait voulu. Donc je pense que essentiellement la logique descendante a dominé par rapport à la logique ascendante. C'est malheureux et ça semble être un problème récurrent au Canada. Au moment où je préparais mes diapositives, on débattait d'une nouvelle loi. J'y ferai allusion avant de conclure. Nous avions une courbe d'apprentissage. Au cours des 10 ans, donc les 2 ou 3 premières années, étaient caractérisées par une perte de rendement. Donc évidemment, il y avait des signes d'échec, comme des mortalités évitables. Or, on a tous vécu cette courbe J, qu'on appelle ce phénomène courbe J. Et je pense qu'au fil des ans, cela a mené à de véritables améliorations par rapport aux valeurs de référence. Et comme groupe, on était assez confiants d'être sur la bonne voie. Or, les élus et les politiques ont décidé qu'il fallait faire davantage et le faire plus vite. Donc le projet de loi 10, qui a récemment été voté par l'Assemblée nationale, nous invite à poursuivre et à simplifier la gouvernance, simplifier le modèle dont on se sert et avoir un alignement plus proche sur les objectifs ministériels. Et à l'heure actuelle, nous cheminons vers une nouvelle réforme. Nous aurons 26 centres intégrés de services sociaux. Nous aurons une responsabilité populationnelle qui demeurera régionale. Et je pense que ce sera un défi sur le plan de la restructuration à nouveau. Or, nous savons comment le faire à présent, dans une certaine mesure, et je l'espère que nous pourrons mieux aligner la culture professionnelle et le leadership, la capacité organisationnelle afin de mieux se servir des disciplines cliniques et de conserver cet alignement sur le programme de l'administration publique, plus particulièrement le programme de valeur, d'endiguement des coûts, examiner la population, les soins qu'elle reçoit et les améliorer. Alors cela résume à peu près ce que j'avais à dire. J'en ai peut-être dit un peu trop. Désolée si ça a été trop vite, mais on m'a donné 10 minutes pour parler de 10 ans. Alors j'espère qu'on pourra davantage parler de nos enseignements un peu plus tard. Stephen Samis, merci d'avoir parlé de ces 10 ans au Québec, une approche très évoluée de responsabilité populationnelle. Vous l'avez fait par l'entremise de réseaux de collaboration et grâce à une évaluation et une réflexion pointue qui est véritablement l'aboutissement des cycles PEEA. Alors, félicitations et merci d'avoir partagé ces renseignements avec nous en si peu de temps de manière si éloquente. À présent, je vais céder la parole à Claudia Amar qui va nous parler de l'outil d'évaluation de la FCISS. Claudia Amar. Merci, Stephen. Alors, on a entendu parler du contexte du Québécois et certains d'entre vous vous dites peut-être comment peut-on nous entreprendre, pérenniser et même diffuser les améliorations au sein de notre organisation. Donc, on a voulu élaborer un outil simple qui permet aux organisations de déterminer leur degré de préparation au cheminement d'amélioration. Alors, on a d'abord commencé par examiner divers cadres d'amélioration, dont celui de IHI, celui de Robert Wood Johnson Foundation, ainsi que bien d'autres, afin de déterminer lequel correspondait le mieux à notre mandat. Après avoir élaboré notre première version, on a demandé à 11 examinateurs de nous donner leur rétroaction. 3 sont des cadres, 2 sont des médecins et 6 sont des spécialistes des politiques. Nous avons aussi fait un examen à l'interne assez exhaustif. En janvier dernier, nous avons entrepris un projet pilote de l'outil auprès de 2 systèmes, un en Alberta, un au Nouveau-Brunswick. Nous avons obtenu leur rétroaction que nous avons intégrée à l'outil et nous nous sommes servis d'une approche similaire au mois de mai lorsque nous avons mis l'outil à l'épreuve dans 2 organisations de IHI, donc à Terre-Neuve et en Ontario. Ainsi, on a
couvert tout le pays. Nous voici maintenant arriver au stade où on peut rendre l'outil disponible sur notre site web de manière gratuite. On espère que les organisations vont le télécharger, nous donner leur rétroaction afin que l'on puisse l'améliorer. Une fois que vous téléchargerez l'outil, vous recevrez un lien à partir duquel vous pourrez répondre à un questionnaire qui nous permettra d'obtenir votre rétroaction. Nous espérons fortement que vous le ferez. Alors, que comprend cet outil? Pourquoi la FCASS a élaboré cet outil? Pourquoi les organisations devraient s'en servir? Les 6 leviers de l'amélioration des services de santé que Jean-Louis nous a bien décrit il y a un instant. Comment se servir de l'outil? Concernant le système de notation. Et ici, il ne s'agit pas de se donner une note et de se comparer. Il s'agit plutôt de débattre comme équipe de vos forces et de vos faiblesses. Ensuite, vous avez les questions d'évaluation qui comprennent des énoncés qui s'alignent sur les 6 leviers et enfin un guide de discussion auquel je reviendrai dans un instant. Alors, pourquoi se servir de cet outil? Eh bien, parce que c'est peut-être difficile en tant qu'organisation de déterminer ce qui doit être corrigé lorsqu'on est si près du problème. Vous seul ne pouvez pas prendre la décision. Vous devez faire participer ceux qui sont non seulement responsables de la gestion, mais aussi des finances et de la prestation des soins, étant donné que vous avez tous une perspective bien différente. Nous espérons que cet outil vous permettra de formuler et de prévoir l'amélioration des soins dans votre organisation en permettant d'identifier les forces et les faiblesses en matière d'amélioration, bien que ce soit un bon départ, mais aussi vous permettre de comprendre votre capacité actuelle à identifier ces efforts d'amélioration et à les intensifier et les prochaines étapes pour l'amélioration. Afin de vous donner une idée de ce que comprend l'outil, on a un exercice, un questionnaire qui vise à répondre à la question « Comment avoir une approche populationnelle tout en reconnaissant les besoins individuels des patients et de leur famille ?» Alors, nous avons 5 questions à vous poser concernant les précurseurs à la gestion de la population, auxquelles nous aimerions que vous répondiez. Notez que ceux-ci seront inscrits à la fois en français et en anglais. Notre productrice Shina est en train de les afficher. Alors voici ce qui va se produire. À la meilleure de votre capacité. 1, très en désaccord. 2, en désaccord. 3, ni en accord ni en désaccord. 4, d'accord. Et 5, fortement d'accord. Et évidemment, si vous ne savez pas comment répondre, vous pouvez l'indiquer, passer à la prochaine question. Envisagez les questions suivantes. D'abord, nous comprenons la population que nous desservons. 2, nous avons des objectifs systémiques de santé qui tiennent compte de la population et de ses besoins. 3, nous examinons notre rendement par rapport aux objectifs de la santé de la population. 4, nous répondons aux besoins distincts de la population. Et 5, nous avons une reddition de compte formelle sur le plan de l'alignement de nos programmes de services sur les besoins de la population. Donc, nous allons vous donner un petit instant pour répondre. Entre-temps, je me demandais si le Dr Roy pouvait nous faire quelques réflexions sur les énoncés que je viens d'écrire. Dr Denis Roy. Merci, Claudia. D'abord, si je commence, on comprend la population qu'on dessert. Si je pense à l'étude de cas que j'ai résumée il y a un instant, je pense que c'est quelque chose qu'on a relativement bien fait. C'est toujours incomplet. Or, je dirais plutôt en accord. Je dirais 4, en fonction de ce que nous avons dit. Deuxièmement, sur le plan des objectifs du système qui tiennent compte des besoins en santé de la population. Ça, c'est quelque chose qui fait défaut, à mon avis. Nous avons des objectifs de productivité des systèmes qui sont relativement évolués, mais qui sont fondés sur une logique très planifiée davantage que sur une logique populationnelle dans son ensemble. Et dans ce cas, je pense qu'on tirerait parti d'objectifs de qualité populationnelle et pourquoi pas des objectifs d'évitement de morbidité, de mortalité pour la population. Quelque chose de ce genre. Ainsi, dans ce cas-là, je donnerais un 2. Sur le plan de la question 3, on surveille notre rendement par rapport aux objectifs de santé de notre population. Évidemment, ici, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on surveille notre rendement, mais on se sert de productivité, d'indicateurs de productivité globalement. Et pour cette raison, je pense que ça pourrait être mieux fait, c'est-à-dire qu'on dessert pas très bien les besoins de la population globale. Maintenant, pour la 4e question, répondre aux besoins variés de la population, eh bien, dans ce cas-ci, je pense que nous le faisons mieux, c'est-à-dire que nous avons des services assez complets, nous avons des programmes conçus précisément pour diverses clientèles
Et cela nous aide, cela nous rappelle qu'il faut répondre aux besoins des divers segments de la population. Donc, dans ce cas-ci, je dirais que nous avons un 4, bien qu'on pourrait en débattre. Et nous avons une reddition de compte formelle pour l'alignement des programmes et services sur les besoins en santé de la population. La question de l'alignement est très complexe. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Louis Denis. C'est ce sur quoi il faut travailler au cours des années à venir, car on a tendance à concevoir en fonction du passé plutôt qu'en fonction de l'avenir ou certainement du présent. On a du mal à se réaligner, on a du mal à optimiser ce dont on dispose afin de faire évoluer les choses sur le plan structurel et fonctionnel pour mieux s'adapter aux besoins identifiés. Donc pour cette raison, pour la dernière question, je donnerai un 2 ou un maximum un 3. Certainement pas plus, à mon avis. Je ne sais pas si on rejoindra mes réflexions, mais je me réjouis de voir ce que diront les autres. Claudia Amar. Oui, merci beaucoup. Je pense d'ailleurs que la majorité des répondants ont répondu de manière similaire, peut-être à part la deuxième question sur les objectifs systémiques, mais globalement, les gens sont à peu près d'accord avec ce que vous avez dit, et pas étonnamment, concernant le suivi de notre rendement, qui est toujours plus difficile, il semble. Donc, davantage de travail peut être fait de ce côté. Et évidemment, l'aspect de la reddition de comptes est toujours à travailler. Donc, en fonction de ce que vous voyez, avez-vous d'autres réflexions à ajouter? Docteur Denis Roy, sur le plan des objectifs systémiques, les objectifs du système, je pense que ce serait une chose qu'on devrait investiguer dans le détail. Mais surtout lorsqu'on pense à la rémunération au rendement qui a été évaluée à l'échelle internationale et même nationale, il y a des réflexions très intéressantes qui pourraient nous mener à des améliorations. Et je pense qu'en Ontario, on a connu davantage de succès qu'au Québec. C'est-à-dire que l'Ontario a peut-être été plus innovante en se servant d'indicateurs fondés sur la population pour informer les schémas de reddition de comptes. Alors, je serais fascinée par une discussion plus avant sur ce thème qui, à mon avis, est un élément très important qui permet d'ancrer la réforme des soins de santé, à mon avis. Claudia Amar, merci, formidable. Alors, je vais maintenant sonder Jean-Louis Denis. Je serais intéressée de savoir ce que vous pensez de ce qui est affiché à l'écran. Jean-Louis Denis. Eh bien, une petite observation brève. J'ai beaucoup aimé les études de cas du docteur Denis Roy et les réponses aux questions. En fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une différence entre réorganiser un système et changer sa logique. C'est-à-dire comment on appréhende les priorités, les problèmes, comment on engendre la capacité de réagir à ces nouvelles priorités. Et ce qui me frappe lorsqu'on regarde les divers systèmes de santé, les diverses organisations du Canada, c'est que je ne sais pas quels est un manque de ressources. Bon, ça peut être difficile parfois, mais essentiellement, c'est un système qui est lourdement financé et il y a quand même de gros déficits de services. Et cela se rattache à la logique à laquelle le docteur Roy faisait référence. Comment s'organiser pour faire les choses différemment à une échelle suffisante pour mieux réagir aux divers besoins. C'est à quoi les gens font référence lorsqu'ils parlent de changement culturel. Ce sont les aspects qui entrent en jeu lorsqu'on tâche de faire passer ces systèmes, pas en fonction de nouveaux objectifs, mais en intégrant de nouveaux objectifs, hein, de nouvelles cibles. Voilà. Stephen Samis, merci beaucoup. Merci
à Jean-Louis Denis, à Denis et à Claudia pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Alors, de nouveau, je fais appel à notre auditoire. Si vous avez des questions, veuillez les taper dans la boîte de dialogue. On se réjouit de lire vos questions, vos observations, vos réflexions, tandis que vous répondez à l'enquête. Dans l'intérim, je demanderai peut-être à commencer par le docteur Denis Roy. Vous avez parlé du nouveau projet de loi au Québec, les changements qui sont à l'horizon. À votre avis, que se passera-t-il sur le plan de la réorganisation? Quels seront les objectifs, les défis, certaines des choses auxquelles vous devrez faire attention afin de ne pas perdre votre air d'aller? Le docteur Denis Roy. Eh bien, il faudra se concentrer sur la population et ne pas perdre cela de vue. Les gens sont très préoccupés par la restructuration, trouver leur place dans ce nouveau contexte. Or, si nous arrivons à maintenir une focalisation importante sur la population, cela pourra nous mener à une simplification du système. Je vous rappelle qu'au Québec, nous avons un système à 3 paliers. Nous avons le provincial, le régional et le local. 95 organismes au niveau local. C'est assez encombré. Alors, le nouveau modèle nous donnera un bon leadership central, un leadership central fort, un schéma de gouvernance qui fera fond sur moins d'instances. On parle de 26 territoires géographiques, 26 centres responsables de leur population et également des réseaux universitaires. Ainsi, je pense que cela simplifie le régime de gouvernance et que cela pourra contribuer à un meilleur alignement tant qu'on puisse tenir compte des 6 leviers, c'est-à-dire tirer parti de ce que l'on sait, quels sont les aspects réussis des réformes antérieures et revoir la mise en œuvre de cette nouvelle réforme pour mettre en œuvre les éléments qui permettront une réussite. C'est une crainte. On pense qu'une logique très descendante est insensible à la réalité locale et c'est un véritable défi. C'est peut-être le cas, mais ça n'est pas obligé. Il y a moyen de faire autrement. Si on procède avec doigté, on pourra, je pense, tenir compte des réalités locales, tenir compte du point de vue du citoyen afin de s'en servir comme pouvoir compensatoire pour rétablir un équilibre afin que la planification soit plus exhaustive et davantage alignée sur les besoins de la population. Stephen Samis, merci, Dr. Roy. Je pense que rester concentré sur la santé de la population au niveau local, les populations desservies, évidemment, l'institutionnalisation de cette réflexion au Québec devrait permettre d'arriver à un bon aboutissement. Et je constate aussi, à la lumière de ce que disent les participants à ce webinaire, c'est que on a beaucoup de participants qui participent à notre projet collaboratif de participation des patients et de leurs familles. Je pense que la participation des patients et de leurs familles permettra de concevoir de meilleurs soins. Donc, comme vous le disiez, c'est effectivement un facteur compensatoire. Alors, de retour à Claudia, qui nous parlera davantage du guide de discussion. Et pour conclure, sur le plan de l'outil. Oui, je l'ai évoqué un peu plus tôt. L'outil, une fois que vous aurez eu le temps de le compléter, vient avec un guide de discussion. Ce guide, à bien des égards, est l'outil ou l'aspect le plus important de l'outil. Il permet à votre équipe d'examiner les résultats après avoir complété l'outil et cela permet de déterminer les zones de force et de faiblesse. On peut commencer par les besoins de la population, mais on peut commencer par un autre levier également. Et au final, cela vous permet de déterminer quel pourrait être un objectif ou une priorité. Donc, on vous encourage à télécharger cet outil gratuit et à nous donner la rétroaction. De retour à vous, Stephen, je suis également prête à répondre à vos questions ou passer aux prochaines étapes. Stephen Samis, merci Claudia. Alors, je ne vois pas de questions ou d'observations à l'heure actuelle, mais vous pouvez continuer de nous envoyer vos questions tandis qu'on commence à conclure l'appel.
on les lira. Quoi qu'il en soit, nous accueillerons votre rétroaction à tout moment. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et on pourra demander à nos conférenciers de vous répondre après ce webinaire. De nouveau, je souhaite remercier nos 3 conférenciers. Pour ceux d'entre vous qui êtes en ligne, j'espère que vous participerez à un des prochains webinaires sur appel, entre autres le 16 mars. Si vous êtes intéressé par la responsabilité populationnelle du Québec, eh bien, nous aurons un webinaire d'information, gestion de la population par la conception de la politique et la pratique. Jean Rochon, Denis Roy et Armand Boudroux se joindront à nous et ils entreront dans le détail des processus de la réforme et de la responsabilité populationnelle qui a été décrite par le Dr Roy. Le 1er avril, nous lancerons le premier d'une série de 4 webinaires intitulés Changement de culture, changement des pratiques de soins, passer des soins habituels à de bons soins chroniques. Il s'agit d'offrir de meilleurs soins, tandis que la population vieillit, que de plus en plus de Canadiens sont aux prises avec des maladies chroniques complexes. Ainsi, nous ferons appel au Dr Jeffrey Turnbull de l'hôpital d'Ottawa et Dr Claire Leedy d'Ottawa pour la première partie donc, de cette série de 4 webinaires. Ils parleront du changement de culture, changement des pratiques de soins. Alors, pour obtenir plus de renseignements sur cette série de webinaires et pour vous inscrire à l'ensemble des webinaires sur appel, veuillez vous rendre sur notre site web CFHI FCISS et consulter la section sur appel. Avant de raccrocher, nous vous encourageons évidemment à compléter un bref questionnaire auquel vous pouvez accéder à partir de cette diapositive. Cela nous permet de comprendre comment ces webinaires peuvent répondre aux besoins de la population qui s'y inscrit et cela nous permet aussi d'établir les programmes des prochains webinaires. Enfin, une dernière occasion de remercier nos 3 conférenciers et de vous remercier, chacun d'entre vous, d'être présents aujourd'hui. Nous allons conclure à présent. Nous vous remercions d'avoir participé.